Salut les garçons! Salut. Vous allez où comme ça? Là, on va faire un chantier avec des plantations. On va faire des plantations. Ah oui, c'est vous les jardiniers à vélo? Oui, exactement. C'est grâce à vous que le quartier est ouvert? Oui, en Pour ce grande petit partie. bout du 20e que je vous propose de visiter dans ce nouveau numéro de Paname. On va d'abord aller à la rencontre de Bruno et Olivier. Ce sont des spécialistes du vernis au tampon. C'est une technique très compliquée pour faire briller les meubles. C'est d'ailleurs les seuls encore à Paris qui doivent faire ça. Après, j'irai voir Marina. Marina, c'est la reine du Panama. Les Panamas qui sont fabriqués... Au Panama. Eh ben non, en Équateur. Et puis toujours dans la rue où habite Marina, où elle tient sa boutique, il y a aussi le Café Lumière. Et le Café Lumière est détenu par Caroline et Julien. Julien, c'est le grand spécialiste du lapin. Il dit lui-même qu'il pourrait découper un lapin les yeux fermés. Voilà. Vous allez de quel côté? Nous, on va rue de Pyrénées, on va à droite. Moi, je vais aller à gauche. On se Ok. retrouve tout à l'heure? Très bien, Où ça marche. Rue des Pyrénées, au niveau du métro Maraîcher. Bon, allez, je passe devant. Très bien. À tout à l'heure. Ce petit bout du 20e que je vous propose de découvrir aujourd'hui, c'est le quartier Saint-Blaise, à 2 pas de la porte de Bagnolet. On dirait un petit village blotti au pied de son église. Mais détrompez-vous, Saint-Blaise, c'est une vraie ville dans la capitale avec 12 000 habitants réunis sur à peine 17 hectares, ce qui en fait l'un des territoires les plus denses d'Europe. Animé, chaleureux, coloré, Saint-Blaise, c'est le quartier des familles modestes de la capitale, mais on y trouve aussi des gens qui travaillent encore avec leurs mains. Suivez-moi, on va retrouver Bruno et Olivier qui exercent un métier plutôt rare à Paris. Bonjour. Bonjour. Salut Bruno. Alors c'est donc ici qu'on pratique l'art du vernis au tampon. Voilà. C'est toi l'artiste. L'artiste, oui, on est tous les deux avec Olivier. Et juste derrière. Et donc c'est ton père qui t'a appris cette technique. Ouais. Avant, les vernisseurs, c'est des autodidactes. Il n'y avait pas d'école pour apprendre le vernis. Ils apprenaient sur le tas. Donc toi t'as appris sur le tas alors. Bah voilà. Avec quoi on passe le vernis? Avec le fameux tampon? Alors, le fameux tampon, le voilà. En général, le tampon, c'est avec une mèche. Mais vu que moi, comme mon père, c'était le vrai artiste, Oui. ça, c'est ma grand-mère qui a tricoté ce genre de tampon. Voilà. Avec quoi? Avec de la laine? Avec de la laine, voilà. Elle a fait le tampon de ton père. Voilà. Elle faisait les tampons de mon père. Et après tu Après, on a un chiffon à vernir. Ouais. Ah oui, comme ça, d'accord. Voilà, ça c'est... Et donc là, tu prends le vernis, montre-moi, parce que je suis impatient. Alors là, c'est le vernis, voilà. Ça, c'est la gomme laque. Ça, c'est pas teinté. Ça, c'est le vernis, si, c'est le vernis teinté un peu. Ah, d'accord. Quoi, c'est un geste? C'est un œil? En général, il faut faire des ronds comme ça. Ouais. Voilà. Ouais. C'est parce qu'on travaille le vernis, en fait. Donc, il faut sentir aussi comment il résiste, la matière. Voilà, mais on tout le ça. sent à la main, ça. D'accord. Ça s'explique pas, quoi. Ça, c'est l'expérience. Et en tout, il y a combien d'étapes? Ouais, étape, je sais pas moi, 3, 4, 5. Jusqu'à temps que ça soit parfait. Voilà. Donc, le vernis, on le Voilà, passe jusqu'à temps le vernis, on le passe. On va le passer pendant, par exemple, je sais pas moi, une demi-heure partout. On va le laisser tirer. Et puis après, bon, ben, on passe le lendemain ou le surlendemain, quoi. Ah oui, c'est long. Faut qu'un vernis, ouais, pour compter un vernis, pour qu'un vernis soit bien sec, il faut compter un mois. Voilà. Ah oui. Et ton père, donc lui, c'était un maître dans l'art de faire le vernis au tampon. Ouais, je pense. Ouais. Ouais, parce que pour accorder les teintes comme ça, Oui, c'est ça le but du jeu. Voilà. C'est qu'un meuble qui a différents bois, voilà, nous on arrive à accorder les teintes. on pense qu'il est tout en acajou celui-ci, Voilà. alors que c'est pas le cas. Voilà. C'est ça la difficulté et l'art du vernisseur. Et après, on peut appeler papa. Non, là, pour ce meuble-là, non, c'est des meubles un peu compliqués, quoi. T'es un bon prof? Un peu chiant, ouais. Quand il était pas facile? Non. Non, mais la preuve, hein, c'est que maintenant on arrive. Puis des fois, bon, là il est à la retraite, des fois quand
Quand on fait un truc, on l'appelle pour savoir si c'est bien fait, tout ça. Bon, il vient, puis il dit ouais, c'est pas mal, ça passe quoi. Et toi, t'arrives à trouver que ça vient? Ah ouais, si je l'appelle, c'est que je suis sûr de moi. Hein. Ouais. Bon, bah, je te laisse terminer alors. Je vais aller voir Olivier de l'autre côté. Ok, d'accord. Il est sympa ce meuble, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un petit meuble, une porte qui est assez pas très large, directoire. D'époque directoire. Explique-moi ce que tu fais précisément avec ça là. Alors, ce que je fais avec ça, alors là-dedans, c'est un petit coton ouaté, une ouate ça s'appelle. Ouais. C'est une sorte de coton avec une pellicule dessus qui est plus résistante, que tu prends. C'est une vieille, c'est-à-dire avec du vernis, de l'alcool, tu vois, Ouais. un tout petit peu d'huile, de vaseline. Et tu insistes pas, c'est-à-dire tu passes dans l'angle, comme ça, par Ouais. exemple ici, là. Tu vois, tu passes ici, comme ça, pour approcher, pour que le brillant, après, quand tu éclaircis, qu'il y ait moins de mat possible, qu'il n'y en ait pas. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que s'il y a trop de mat sur le brillant, bah, ça attire l'œil. Tu comprends ce que je veux dire? Et si, par contre, tu charges trop comme ça fait une corde, ça fait des cordes, tu vois, ici. Et en passant ton tampon, tu enlèves les cordes. D'accord? Mais c'est ça, après, c'est la finition, ça, c'est le métier, quoi, je veux dire, c'est tout. C'est pas... Expérience. Mais il faut surtout avoir un œil. Il faut... Bah, c'est à force, ça, c'est normal. C'est, oui, ça s'apprend, ça, c'est comme tout. Hein. Ça se transmet comme ça. C'est pas l'école que j'ai appris. Des couleurs aussi, tu apprends les couleurs aussi, tu sais, à voir les teintes et tout ça. Tu es fier de faire ça? Ah, moi, j'adore. Moi, je suis chez moi, vraiment, quand je fais ça, quand on vernit, on est tous vraiment absorbés par ce qu'on fait. On est tous vraiment... tu vois, t'es vraiment dans ton truc. Tu penses plus quand t'es verni. Tu vois, tu dis que c'est long, ça doit être long de vernir comme ça quand les autres te voient faire. Mais non, t'es dans ton truc. Moi, je vois Bruno travailler. Quand je le vois vernir, mais il s'éclate, quoi. Je veux dire, ça se voit. Il n'a pas besoin de parler, il est là. Il est dedans. Bon bah super les garçons. Je vais vous laisser. Merci. Hein. À bientôt, Yvan. À bientôt. Avant de partir, on va te montrer la couleur du meuble, comme on fait d'habitude, le sortir dehors, À la lumière du jour? à la lumière du jour. Ah bah oui, il n'y a que comme ça qu'on voit que c'est le Ouais, dernier comme ça réussi. qu'on voit le- Bon bah. Hop. Alors? C'est bien, hein. C'est bien? Ouais, Hein? Ouais, mais Bon bah je peux partir tranquille alors. Je vais aller voir Frédéric Jarsal qui m'attend dans un bel endroit que vous adoriez, ça s'appelle l'Ermitage. On va aller voir. Ah, il y a mis ça, d'accord. Allez, au revoir. Au revoir. Monsieur le marquis? Monsieur le comte? Ah. Oh, quelle course! Attention! Hop. Ah, vous avez la J'ai clé. la clé, bah oui, bien sûr, pour vous accueillir dans mon humble demeure. Encore déménagé, vous Bah avez oui. rue de Bagnolet maintenant. Alors, il y avait un château. Voilà ce qu'il en reste, mais je vais tout vous raconter. Entrez, entrez, bah, entrez. Il y a des courants d'air, entrez, entrez. Il y a un beau jardin chez Mais vous? oui, je vous fais le faire. Venez, venez. C'est un taux propriétaire. Ah bah, il y a des fleurs, il y a des arbres, il y a des légumes. Alors, vous avez une petite maison, mais vous avez un grand jardin apparemment. Oui, enfin, ce qu'il en reste, bon, petite maison, petite maison. Ça, c'est une folie. Là, c'est pas un coup de folie, c'est une folie. Vous savez, c'était le nom qu'on donnait au 18e, même au 19e, à des petits bâtiments qui étaient construits dans les parcs des châteaux. Parce que figurez-vous qu'ici, c'est pas seulement un jardin, c'était un parc. Ah, il y avait un château, mais il est où Ah le bah, château? ah bah, tout au bout, vous le voyez pas? Non, Ben non, pas du il a tout, été là. démoli. Ben oui, le château de Bagnolet, Ouais. qui était une très vaste demeure, qui est passée de main en main. On en parle déjà au 15e, au 16e siècle, hein, donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et puis un beau jour, ce château est acheté par la duchesse d'Orléans. Alors là, attention, on se mouche du col. Parce que, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la fille de Louis XIV. C'est non seulement la fille de Louis XIV, mais c'est aussi la femme du régent, après la mort de Louis XIV, qui va diriger le royaume en attendant que Louis XV devienne majeur. On est chez les VIP là. Ah oui, ah bah oui. Donc elle achète le château avec 20 hectares autour. Puis petit à petit, elle place ses sous. Tiens, je vais acheter chez Jean-Louis, chez Jean-Claude, chez Maurice, chez Marcel. Tout ce qu'il y a sur ces territoires, elle détruit, elle casse, elle ne veut pas savoir. Et dans ce parc qui va devenir un parc de 80 hectares, c'est quand même gigantesque. Elle va commencer à faire construire 3, 4 petites folies. Il y a une orangerie, il y a un belvédère. Et puis, l'Ermitage, cet Ermitage. Pourquoi l'Ermitage? Ben, Ermitage, alors vous savez, On le se mot... retirait? Ben, un petit peu. Le mot ermite, ça voulait dire qu'on se retirait du monde
Et en fait, dans une maison de campagne, un ermitage, c'était un lieu un petit peu en dehors de la vie, là où on pouvait venir se reposer, lire un peu, écouter de la musique. Et c'est ce que je vais vous raconter à l'intérieur, parce Vous qu'il me faut... montrez votre ermitage? Ah bah attendez, et puis alors il y a des peintures murales, mais c'est une vraie merveille. Mais venez, venez, entrez. Oh! Regardez ce vestibule. C'est beau ça. C'est ce qu'on appelle des grisailles. Ah oui, vous avez raison. J'adore. Ces scènes que je trouvais un peu bucoliques, en fait, on m'a dit non, c'est pas si bucolique que ça. En fait, ça voudrait ressembler à ce qu'il y a à l'extérieur. Alors, il y a des bois, il y a de l'eau, il y a des barrières, comme dans un grand parc, quoi. Et ça, c'est conservé depuis le XVIIIe siècle. C'est incroyable. Il faut venir le voir pour le croire. Et cette pièce à côté, elle était consacrée à quoi? C'était le grand salon. Ah, le grand salon de la petite folie. Et là, c'est le petit-fils de Madame la Duchesse, parce que la maison est restée pendant plusieurs années dans la famille. Et là, il a voulu faire une surprise à sa femme, qui s'appelait Étiennette, c'était son prénom. Et le jour de la Saint-Étienne, pour fêter sa fête, il lui a organisé toute une fête, c'est-à-dire un parcours, un jeu de piste entre le château et ici. Il fallait découvrir des petits papiers, des lieux magiques. Et elle devait arriver finalement dans cette pièce de l'Ermitage, où là, elle devait découvrir cette peinture à la grecque. Et vous remarquerez, c'est que du trompe-l'œil. Il n'y a pas de colonne, on peut toucher, c'est tout plat. Et puis les feuilles, évidemment, n'existent pas. Enfin, et c'est magique quand même. C'est vraiment amoureux, lui. Ah oui, puis il fallait des moyens colossaux. Mais c'est bien de conserver, on arrive à conserver. C'est la seule folie du genre dans Paris. Et il faut la visiter, il faut en profiter. Je vous chasse? Ben oui, parce que j'ai cours de macramé dans une demi-heure, alors il faut que j'y aille. Ah, puis c'est votre côté ermite, ça vous laisse tranquille. C'est vrai qu'on est bien. Alors j'ai la clé, parce qu'il faut que je vous laisse sortir, regardez. Les hommages, monsieur le comte. Respect, Monsieur le duc. mon garçon. À bientôt, À Yvan. bientôt. Prenez soin de vous. J'ai pas que ça à faire, moi. Bonjour Marina. Bonjour Yvan. Bah, t'as pas de chance, il fait beau et t'es à l'ombre. Oui, parce que j'ai le soleil que le matin. C'est génial, tu vas parfaitement les couleurs avec la vitrine. C'est les couleurs de l'Amérique du Sud. Eh, tu me montres ton Oui, magasin? bien sûr. Donc attention à la marche, ou à la marqué. rampe plutôt. Alors ça, c'est une belle boutique. 2 chapeaux. Mais qu'est-ce qu'on vend comme chapeau ici? La majorité des chapeaux, ce sont des Panama. Et cet accent que j'entends, c'est un accent panaméen? C'est un accent équatorien. Pourquoi? Parce qu'en Panama vient de l'Équateur et fait en Équateur, et Panama n'est qu'une appellation. D'accord. Tout ce que je vois autour de moi, là, c'est fabriqué en Équateur. Là, oui, là on est à l'emplacement équatorien, effectivement. Comment on reconnaît un vrai d'un faux Panama? Enfin, voilà, t'es la spécialiste, toi. Donc déjà, un Panama est tissé à la main. Un artisan, pour faire la cloche de départ, si je prends un chapeau, Ouais. il commence à tisser à partir de là. Et il commence à faire des cercles concentriques. Et donc, quand on voit sur les marchés des chapeaux qui n'ont pas cette rosace, ben déjà, ce n'est pas un Panama. Après, en Amérique du Sud, il y a toute une tradition des chapeaux. Mais, à ce qu'on dit, la qualité des palmiers qui poussent en Équateur n'est pas la même qu'ailleurs. Et donc, nous, on fait des chapeaux plus flexibles. Alors, qu'est-ce qui fait, comment dire, le prix d'un Panama et son côté, la qualité d'un Panama? Plus les fils sont fins, plus le tissage est fin. Donc, le prix de celui-là n'est pas le même que celui-là. D'accord. OK. Et après, pour les Monte Cristi qui sont faits à double tour, où c'est un autre tissage, chaque fil est divisé en 3 parties et on prend que le fil du milieu. Mais dis-moi, t'en as des Monte Cristi, là? Oui, les Monte Cristi sont là. Mais je vais faire un jeu à l'envers. Donc, ça, c'est un tissage Monte Cristi. Donc, quand on regarde, c'est dans les deux sens. Oui, c'est dans pour les ça deux qu'on sens. dit double tour. Mais dans les Monte Cristi aussi, plus les fils sont fins, plus le Monte Cristi est très fin. OK. Donc là, c'est un Monte Cristi, on va dire premier prix. Le prix d'appel, Combien? 490. Quand même. Oui, face à des brissas qui vont être entre 90 et 150. Ouais, là, on est déjà dans un joli prix de chapeau. Sachant une chose importante, Oui. que le tissage du Panama, mais le tissage fin de Panama Monte Cristi, a été déclaré patrimoine immatériel de l'humanité. Et donc, dans ce jeu du Monte Cristi, là,
On est dans les Monte Cristi, en Prince de Monte Cristi. Ouais. Ah, c'est extrêmement fin. Plus on touche, plus c'est doux. Oui. Et au fur et à mesure, la trame disparaît. Oui, oui, oui. On la voit de moins en moins. Ah ouais. Là, on meurt. Ouais. Là, c'est un investissement. Oui, là, il faut Ou un faire vrai des plaisir. économies pendant quelques années. 3000. Et là, Et là, alors là... oh c'est une pièce de collection. Ah oui, ça se vend pas, ça. Non, c'est ma retraite. Mais c'est du velours, c'est de la soie. On dirait du tissu, oui. C'est du tissu. On voit même pas la trame. Non. Combien d'heures de travail? Là, on est dans les 12 mois, sans problème. Il doit être des années 50. Il a plus sa forme. Ouais. Il a été retouché. Ouais. Je l'ai là pour le montrer. Mais il y a un monsieur des États-Unis qui commercialise des chapeaux très, très fins. Ouais. Et donc, pour les amateurs, un chapeau comme ça peut coûter beaucoup, de milliers, de dizaines, de $1000. Donc, dans les 20 000, 25 000 $. Il arrive à les vendre. Mais son portefeuille de clients, c'est Brad Pitt, Sylvester Stallone. Donc, on n'est pas du même monde. Ouais. Enfin, moi, je vais pas l'acheter, mais je vais quand même le porter. Je peux essayer. Pas de problème. Oh là, tout d'un coup, je me prends pour Brad Pitt. Oui, pourquoi pas. Mieux que Sylvester Stallone. Ça me va bien? Ah oui, là, il est un peu de travers. Tu sais, quand même, oui, on a essayé un. Pour moi. Pas celui de Celui-là. Brad Pitt. Je lui Non, laisse. Non, celui de ma retraite. Ta retraite. Je te laisse ta retraite. Allez, je suis Voilà. gentil. Je le prends par le bord, puisque par Oui, le bord, parce que si on fait ça, on l'abîme. peut le fissurer, oui. Est-ce que c'est ma taille? Comme si c'était fait pour toi. Eh. C'est parfait. Merci pour... Non, merci pour la visite. Et j'adore parler, donc Oui, on j'adore. me donne Une l'opportunité. passion incroyable. Je sais plein de choses maintenant sur le Panama. Voilà. Merci beaucoup. Ah, je crois que je reconnais ces vélos. Ce sont ceux de nos amis les jardiniers. Je vais aller les retrouver sur leur chantier de la rue des Pyrénées. J'ai envie vraiment de savoir comment on peut être jardinier à vélo à Paris. Ah, ça bosse? Et ouais, On s'imagine pas qu'on va trouver une terrasse comme ça derrière terrasse comme l'immeuble. ça. Non, non, non. Bah, souvent les jardins ils sont cachés un petit peu derrière les bâtiments, hein. Ils sont pas forcément sur la rue, donc c'est vrai qu'on les voit pas souvent. Et c'est ce genre d'endroit que vous aménagez? Voilà, nous on fait des jardins comme ça de plein pied, on fait aussi tout ce qui est balcon, même jardinière, on fait des aménagements pour les copropriétés en pied d'immeuble, on va dessiner ensemble le projet avec les habitants aussi, on fait ce genre de choses. Donc on est à la fois sur l'entretien, de la conception, de l'aménagement, de l'accompagnement. Et tout ça à vélo. Tout ça à vélo, ouais. Ça, c'est le principe de base. C'est le principe. L'idée, c'est de dire, voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un gros camion sur Paris pour faire nos aménagements Du coup, on s'est dit que non, et petit à petit, on s'est mis à faire ça à vélo, et on se rend compte que ça marche très bien. Alors, vous avez dû déblayer pas mal d'arbres, non? Comment ça Ouais, s'est voilà. passé Bah, en fait, Ouais. on a surtout fait de la taille, on a tout réutilisé, soit pour faire quelque chose comme ça s'appelle une sorte de plessis. Le principe, c'est qu'on entremêle les branches. Donc ça, c'était pour habiller le skydome qui est derrière. Et sinon, la plupart des autres branchages, on les a broyés comme ça. Vous voyez, ça fait une espèce de mulch. Et en fait, ça permet de garder l'humidité dans le sol et de recréer un peu une structure dans le sol. Donc là, on voit que le sol, il est très sec, sableux, et avec ce mulch, ça va lui redonner un petit peu de matière organique et on va pouvoir refaire des plantations dedans plus facilement par la suite. Donc, on ne jette rien. On ne jette rien. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On casse un peu? Alors non, il n'y a pas spécialement Pas besoin? Là, on voit On met un que peu de terreau, non? le système racinaire est pas trop dense, donc on va Ouais. éviter de trop abîmer la motte. Je vous laisse le faire. Ok. On va pouvoir mettre On met pas de terreau? directement au fond. Ici, la terre est assez bonne, là, elle a séché, mais elle est assez riche, elle est assez noire. Elle est bonne, la terre? Oh, Hein? oui. Elle est bonne, la terre? Ouais, elle a l'air de te plaire. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de faire en sorte que la terre soit bien tassée partout autour. On va venir ramener un peu de paillage au-dessus. Ça va permettre de conserver l'eau à l'intérieur, limiter le nombre d'arrosages. Enfin, ça va aussi permettre d'enrichir le sol au fur et à mesure de la décomposition
du mulch. D'accord. Et Là, faut pas hésiter à arroser après, là. voilà, donc là on va arroser. Je sais pas si c'est bien droit ce que j'ai planté, là. On va le réajuster. Mince. Là, tu plantes quoi, là? Alors ça, c'est un akebia, ça s'appelle. Un Akelia. Akebia. Akebia. Ouais, c'est une plante qui est une plante grimpante en fait, qui peut faire jusqu'à 3 mètres de haut, 3 mètres de large à peu près, et qui fait des petites fleurs rouges, violettes, un peu pulpeuses, assez originales. Donc c'est une plante qui se plaît bien, soleil, mi-ombre. Qui va s'accrocher donc à la Ouais, treille. l'idée c'est d'habiller un peu cette palissade là qu'on a mis en fait pour cacher derrière une sortie d'air qui est du commerce qui est en dessous. Ah oui, c'est l'aération Donc voilà, au ouais, l'idée supermarché. c'était de cacher un petit peu ça et on s'est dit bon bah si on l'habille avec quelques plantes, ça cacherait un petit peu le bois aussi, ça donnerait un petit peu plus de verdure. Et là on a gardé quelques sujets qu'au début ils voulaient les abattre et finalement on leur dit bon ils ont quand même un certain intérêt sur leur port et sur leur couleur. Parce que c'était quoi, entre guillemets, le cahier des charges de Le cette cahier des terrasse? charges, en fait, il s'est fait au fur et à mesure. L'idée, c'est qu'ils voulaient dégager l'espace du jardin, avoir un espace de repos, de tranquillité. Et petit à petit, on a vu avec eux s'ils ne voulaient pas faire pousser quelques légumes, quelques fruits. Et on s'est dit, bon, bah, on va mettre une vigne, on va mettre un figuier, un pommier. Et petit à petit, comme ça, le projet évolue en fonction de leur demande. Donc, on le met un peu de travers pour qu'il s'accote à la palissade. La palissade. La terre est sèche, là, hein? Ouais, elle est un petit peu sèche. Bon, après, on va bien arroser. Puis vraiment, le paillage, ça joue vraiment son rôle de rétenteur d'eau. C'est super pratique. Bon, bah, je vais vous laisser continuer votre chantier, les garçons. Et puis à bientôt, peut-être. Bah, volontiers, hein, si vous voulez donner un coup de main ou dans les rues, ouais. Pas de problème. Salut, Gabi. Continuation. Ciao. À vélo. Salut, les gars. Au revoir. Merci. Au revoir. Salut Caroline, Bonjour Yvan. ça va? Mais bien et toi? Il est beau ton café, Merci. magnifique. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'on a racheté cet établissement, qu'on y a fait des travaux. Avant, ça s'appelait le Café Noir ici. Et nous, ce qui nous avait plu, c'est le cachet de l'établissement, les verrières, le vieux sol en ciment. Donc on voulait garder ce côté un petit peu authentique, mais en faisant quelque chose d'un peu plus épuré, un peu plus moderne. Et un peu plus clair. Et un peu plus clair surtout, un peu plus lumineux. D'où le nom? D'où le nom Café Lumière, en partie, parce que c'est une rue qui a servi de décor aussi à pas mal de films. Et nous-mêmes, on a travaillé un petit peu dans le milieu du cinéma, de la pub, en traiteur sur tournage. Et donc voilà, de Café Noir, ça s'est un petit peu imposé, d'un coup, Café Lumière. Je prendrais bien un petit café, moi. Bien sûr, je te fais ça tout de suite. Donc si on veut un peu prendre la température du quartier Saint-Blaise, il faut venir chez toi. Exactement, le matin, c'est mieux autour du café. Les gens se racontent un peu leur vie. Et puis je crois qu'on y mange bien aussi. Et puis on y mange très bien. Grâce On à a- ton mari. Grâce à mon mari, qui est le chef, qui t'attend en cuisine pour te montrer une de ses recettes fétiches. Salut Julien. Salut, J'arrive au bon moment? ça va, ouais? T'es déjà sur le bio? Exactement, bon, bah là, ce que je suis en train de préparer, c'est un peu ma spécialité, c'est la dernière recette que j'ai créée. Donc là, ce qu'on fait, on a séparé les foies et les rognons du lapin. On coupe tout droit. Ça, c'est ça le rable. Exactement, cette partie-là, le rable. Sur les reins, quoi, le dos. Ouais, c'est exactement le dos. C'est comme si c'était le filet de bœuf. Ok. En gros, c'est la partie la plus noble du lapin. Mon premier apprentissage que j'ai fait à l'école Ferrandi, c'était en alternance dans un restaurant qui s'appelait Monsieur Lapin, qui était une institution du 14e arrondissement de Paris. Moi, j'ai fait toutes mes armes là-bas. Et chaque semaine, on allait à Rungis pour faire l'arrivage de lapin. Et j'en faisais à peu près, je sais pas, 60 à 90 par semaine. Donc, on va juste assaisonner légèrement le rable de lapin avec du sel et du poivre. Et toi, tu vas râper un petit peu de citron jaune Comme ça. dessus. Ouais. Hop, tu tapotes un petit peu dessus sur la microplane de manière à faire tomber les zestes. Donc on va le mettre en habit d'épinard. Donc c'est juste des feuilles d'épinard qui ont été blanchies. On va venir déposer le râpe dessus. Et c'est bon. Et là c'est prêt. On va former une galette et on va les recuire dans la poêle derrière. Tu vois, le four sonne, il est à 48 degrés pile poil. Donc là, on va enlever la sonde du lapin. Ça va, tu t'en sors?
Ah, ça tient pas debout. Là, ici, on a notre brochette d'abat Qui tient pas? qui tient justement Ah oui. comme ça. Hop, et voilà. Ah, le meilleur pour la fin. Et Bravo. Alors comment ça s'appelle exactement? Alors, c'est le râpe de lapin en habit d'épinard aux zestes de citron jaune, mayonnaise capre estragon, coulis de piquillos au piment d'Espelette et brochette d'abat de lapin déglacée au vinaigre de framboise. Allez, assieds-toi, on va le déguster ensemble. Ah, Marina! Bonjour, Ah bah oui, j'avais oublié mon il y a chapeau. quelque chose. Mon chapeau. Voilà. Il est beau mon chapeau. Vous connaissez tous les deux? Bien sûr, ça va Marina? Ça va, Julien. Vous avez un beau chapeau vert. Asseyez-vous. On va terminer ensemble cette émission. Marina, commence. Oh là. Avec la mayonnaise. Et c'est moi qui l'ai eu. Oui, la mayonnaise. Donc, pendant que tu découpes, j'en profite pour dire au revoir à nos amis téléspectateurs. Merci Julien, merci Marina. Merci aussi. Merci à vous. Je vous invite à voir ou revoir cette émission sur notre site internet france3.fr. Vous pouvez aussi venir me parler, me donner vos coups de cœur, vos coups de gueule, vos bons plans sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname.